Alors bonjour Ramayad. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Enquête et Débat. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes vice-présidente du Parti radical et conseillère municipale d'opposition à Colombes. Alors première question, commençons par votre actualité, elle est plutôt chargée. La commission de révision des listes électorales de Colombes vous a radié mi-décembre et a de nouveau refusé votre inscription sur les listes électorales de cette commune des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous allez pouvoir vous présenter aux législatives ? Oui, c'est deux élections différentes que d'être représentant sur son territoire et en même temps candidat aux législatives, puisque le député représente la nation. Donc, quel que soit l'endroit où il se trouve, où il est inscrit, il a le droit d'être candidat, et heureusement. C'est une garantie de notre démocratie et garantie précieuse, oui. Mais bon, c'est une décision politique. Et oui. Par ailleurs, j'ai fait un recours devant le tribunal. Au moins, lui, il est indépendant. Et j'espère qu'il n'appliquera que le droit. Et la décision sera rendue quand, à peu près ? Les textes de loi disent qu'il faut saisir le juge dans les 10 jours suivant la publication des listes. Et donc celui-ci, après, a 10 jours pour répondre. Voilà. Donc c'est assez rapide. Le 12 janvier dernier, vous vous en êtes expliqué sur France 3 et vous avez notamment dit que vous étiez anti-système. Est-ce qu'une ancienne secrétaire d'État peut être anti-système ? On aimerait comprendre. Écoutez, j'étais comme ça avant, c'est-à-dire assez perplexe sur les hommes et les femmes politiques français. Puis à un moment donné, je me suis dit, plutôt que d'être critique, je vais y aller. Je vais sortir de mon canapé, je vais y aller. Je vais entrer dans l'arène politique, défendre mes idées, défendre mes convictions. Et puis depuis le premier jour, c'est vrai qu'on s'attache à me regarder comme quelqu'un de différent, dont on questionne matin, midi et soir la légitimité, voire même l'existence, puisque je suis priée de raconter toute ma vie. En ce moment, on fouille dans ma vie, on fouille dans mes impôts, on interroge mes voisins, parce qu'on veut absolument me disqualifier comme acteur politique. Je ne ressemble pas au système politique traditionnel, par mon âge, par mes origines, par mon genre, par ce que je dis, ce que je fais, et bien que, par ailleurs, effectivement, je sois quelque part issu de ce système, puisque je suis diplômée de grandes écoles, j'ai un métier, je suis administrateur du Sénat, c'est par des concours que je suis arrivée à accéder à un métier, mais malgré tout, on s'évertue, en me jugeant sur l'apparence, à discréditer mon engagement politique, parce que je ne le ressemble pas. Mais ce qui me rassure, c'est que je ressemble à la France d'aujourd'hui. Le système politique, par son conservatisme, cherche à rejeter ceux qui ne sont pas comme les hommes politiques traditionnels. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut être sous l'aile bienveillante du président de la République pendant un certain temps, et puis du jour au lendemain, quasiment la cible de beaucoup d'attaques, parce qu'on va y venir, vous êtes aussi la cible d'attaques sur un plagiat, donc comment vous expliquez que ça sort un peu tout en même temps ? Tout en même temps, comme par hasard. Au départ, je crois que, parce que j'ai été nommée ministre, beaucoup de gens s'attendaient à ce que je m'en contente. Et sois ministre et tais-toi. Voilà. Or, la position où j'avais été mise, secrétaire d'État aux droits de l'homme, n'était pas une position anodine. Si j'avais été aux routes, j'aurais fait les routes. Vous n'aurez pas entendu parler de moi. Simplement, les droits de l'homme, c'est une question morale. Vous défendez la liberté d'expression, vous défendez les opprimés, les avocats, les journalistes, vous vous en prenez à des criminels de guerre, vous en prenez au colonel Kadhafi, à la Chine, et à un moment ça heurte des intérêts. Et on vous le reproche, des intérêts à la fois de l'État mais aussi individuels. Et à ce moment-là vous gênez, vous dérangez, on vous le fait comprendre, vous êtes convoqué, vous êtes critiqué en permanence, alors que vous ne faites que votre travail. Je vous dis, si j'avais été aux routes, j'aurais fait des routes. Simplement, les droits de l'homme, c'est le patrimoine national de la France. Et si j'avais pensé à ma carrière, je ne l'aurais peut-être pas ouverte. Mais je pensais qu'il était de mon devoir de ne pas brader ce qui relève de l'identité nationale, si je puis dire. Ça n'a pas été compris comme ça par tout le monde. Donc, peu à peu, j'étais priée ou de me taire ou d'être écartée. Voilà. Du coup, j'ai repris ma liberté. Y compris quand j'étais ambassadeur d'ailleurs. J'ai dû démissionner aussi de mon poste d'ambassadeur pour pouvoir continuer à vous parler. Vous faites penser un peu à Chevènement, non ?
qui démissionnait beaucoup aussi sur des questions de principe. Oui, j'ai démissionné sur le poste d'ambassadeur parce que quand j'étais ministre, on m'a reproché de ne pas avoir démissionné après avoir critiqué l'arrivée de Kadhafi ou même avoir contesté l'organisation des Jeux Olympiques par la Chine ou d'autres, ou quand j'ai pas avoir reçu tel ou tel chef d'État, on m'a dit il faut démissionner. Mais il n'y avait pas de raison que je démissionne, je ne faisais que mon travail. On m'avait dit de m'occuper des droits de l'homme, mais je faisais des droits de l'homme. Démissionner, c'était admettre que c'était moi qui étais en tort, que j'avais fauté quelque part. Bon, je préférais être démissionné plutôt que l'inverse. Et puis, ambassadeur, je ne l'avais pas demandé. Je ne l'avais pas demandé. J'ai accepté parce que j'adore l'UNESCO, parce que je pensais pouvoir continuer à faire de la politique, parce qu'on me l'avait promis. On me l'avait dit clairement, puisque Roger Carucci était ambassadeur au CDE, il était nommé secrétaire départemental de l'UMP dans les Hauts-de-Seine. Enfin, donc, bon, je n'ai pas bénéficié d'une égalité de traitement là-dessus, j'en ai tiré les conséquences, et pour pouvoir parler, pour pouvoir faire de la politique, ben, j'ai démissionné. Voilà. Et alors, maintenant que vous avez été, disons, dans le système et en dehors du système, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être dedans ou dehors pour le changer? Il faut être dedans et dehors, les deux. Il en faut à l'intérieur. Il en faut à l'intérieur. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de critiquer les hommes politiques tout en leur laissant la maîtrise de votre destin. Parce que malgré tout, abandonner, abdiquer en race campagne, c'est leur laisser le pouvoir. Et c'est leur laisser la liberté de décider de votre vie et de l'avenir de la France. Et vous de subir. Moi, je me suis engagée en politique parce que je voulais m'engager pour quelque chose de plus grand que moi. J'avais envie de ne pas être juste métro, boulot, dodo, je n'aime pas la fatalité, ni pour moi, ni pour mon pays. Et la politique reste, malgré ses faiblesses, le seul moyen aujourd'hui de maîtriser les choses. Voilà. Mais, même si c'est imparfaitement, de manière imparfaite, mais c'est le seul moyen qui reste. Donc, il vaut mieux être dedans. Et puis, en même temps, il en faut dehors pour bousculer ceux qui sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous vous considérez dedans ou dehors? Je suis dedans, les deux pieds dedans. Oui, parce que je suis membre d'un parti, le Parti radical, qui n'est pas loin d'ailleurs de la majorité, mais qui n'en est pas non plus le vassal. Au contraire, le parti a pris son indépendance et j'ai beaucoup poussé pour ça. J'ai même beaucoup poussé pour la candidature de Jean-Luc Borloo. Non pas pour être contre Nicolas Sarkozy, mais simplement parce qu'il faut une pluralité de l'offre politique. Il n'y a pas de raison de réduire le débat à UMP-PS, si je puis dire. Il y a aussi d'autres qui ont des choses à dire et les Français ont le droit d'avoir le choix. Et donc j'ai beaucoup regretté effectivement que Jean-Luc Borloo soit retiré au final. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Et vous êtes de ceux qui regretteraient que Marine Le Pen n'ait pas ses signatures? Bien sûr, je ne suis pas du tout le péniste comme vous pouvez l'imaginer, mais je pense que même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, elle a le droit de le dire. Voilà, c'est Voltaire qui dit ça, je crois. Elle a le droit de le dire, et en plus, il y a des gens qui votent pour elle. Ces gens-là, on ne va pas les exclure de la démocratie. Vous savez, on ne combat pas l'extrême droite ou Marine Le Pen ou qui que ce soit en l'excluant du champ politique. On la combat en débattant avec elle, en disqualifiant ses idées, en argumentant, mais pas par des manœuvres. Que ce soit radier les gens sur les listes électorales, c'est pas non plus une manière de faire. C'est pas en cherchant à exclure les gens du champ démocratique qu'on va s'en sortir. Vous faites référence à votre cas. Bien sûr, moi je veux que mes adversaires montent sur le ring des idées avec moi, qu'ils me regardent dans les yeux, mais ils n'osent pas. Alors ils sont en bas du ring, ils essaient de s'approcher à mes mollets, ils essaient de me tirer hors du ring. Mais j'y resterai, je me battrai et je descendrai surtout pas à leur niveau. Voilà. Et je veux dire, essayer de disqualifier des candidats en leur refusant des signatures ou bien en les empêchant d'être candidats sous prétexte qu'on a peur d'un 21 avril, que ce soit à gauche ou à droite, ça tient pas la route. C'est pas l'extrême droite c'est pas l'extrême droite qui est le problème, c'est nous qui sommes le problème. Si les gens votent pour l'extrême droite, c'est parce que nous avons été incapables de les entendre et de répondre à leurs problèmes. C'est à nous de nous remettre en question. Mais c'est beaucoup plus difficile pour tous ces partis politiques de se remettre en question. C'est beaucoup plus facile de dire on va empêcher tel ou tel candidat. C'est beaucoup plus facile à faire que de se remettre en question. Parce que se remettre en question pour les partis traditionnels, c'est accepter le renouvellement, c'est accepter de reconduire automatiquement les sortants, c'est accepter de reconnaître des échecs. Et ça, c'est trop difficile pour eux. Alors, on en parlait, vous avez été la cible depuis plusieurs mois de différentes attaques, mais il faut bien dire que le site Atlantico s'est particulièrement illustré sur ce domaine. Alors, il faut rappeler qu'un des actionnaires de ce site
un des principaux actionnaires s'appelle Arnaud Dacier, qu'il a été longtemps le monsieur Internet de l'UMP et qui vient de partir chez Bayrou. Alors, moi, ma question sera simple. Est-ce que ce site était la courroie de transmission de l'UMP et est-ce qu'il va devenir la courroie de transmission du modèle? Écoutez, ce site que moi je ne connaissais ni de près ni de loin, si ce n'est sous son angle militant, c'est effectivement surpassé. D'ailleurs, je ne considère pas ces rédacteurs comme des journalistes, parce qu'un journaliste respecte au moins une certaine éthique. Eux, ce sont des militants politiques qui manifestement voilà, cherchent à défendre un clan. Et puis bien mal leur a pris parce que ce principal actionnaire que vous citez est désormais devenu l'adversaire numéro 1 de l'UMP depuis que celle-ci lui a refusé une circonscription je ne sais où, je crois dans le Loiret. Mais enfin, c'est quand même assez étonnant parce qu'effectivement ils ont donné la parole à mes adversaires politiques au niveau local, y compris les partis socialistes. Ce qui confirme cette accointance assez étrange, cette alliance curieuse, mais pas tant que ça, entre l'UMP et le Parti Socialiste. C'est-à-dire quand on veut s'en prendre à quelqu'un qui est dans la majorité, mais qui n'est pas toujours d'accord avec la majorité, eh bien on n'hésite pas à faire alliance entre le PS et l'UMP. C'est quand même extraordinaire. Et donc l'Atlantico, ce site, devient la courroie de transmission et ne se contente pas de donner la parole à ces gens-là, mais dit des choses, cite les années de prison que je risque. C'est quand même incroyable. Répercute le fait que je dois démissionner de mon mandat municipal parce qu'en 2008, j'aurais menti. Mais sur quelle base se font-ils pour dire ça? Et puis ensuite, on vous harcèle en vous disant, mais au conseil régional aussi, la préfecture de la région s'excite. C'est eux qui disent tout ça. C'est quand même incroyable ce harcèlement. De gens que je ne connais ni de près ni de loin, qui tout d'un coup ne donnent la parole exclusivement, parce que moi, ils ne m'ont pas autorisé à m'exprimer sur leur site. Ça s'est pas arrivé, si ce n'est pour me demander, des jours après, de réagir à ce qu'ont dit mes adversaires politiques, à un moment où il est trop tard. Bon. Donc voilà, ce sont des méthodes, mais manifestement qui payent déjà, puisqu'on a vu les conséquences politiques qui en sont issues avec leur principal actionnaire, et comme j'ai dit sur mon blog, la calomnie ne paie pas, manifestement. Manifestement. Alors, tout de même, il soulevait, comme beaucoup d'autres médias, il est vrai, la question du plagiat. Est-ce que, bon, on en a beaucoup parlé, donc le but, c'est pas de revenir là-dessus une énième fois, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à toute cette polémique, finalement? Non, j'ai rien à ajouter. Moi, j'en suis à mon 4e livre. Je crois que si j'étais quelqu'un comme ça, ça se serait su. Hein, depuis 2005 que j'ai écrit mon premier livre. Bon, soudainement, la manière dont j'ai toujours procédé devient un problème. C'est assez étonnant, là où ça n'a jamais été un problème jusque-là, c'est-à-dire parler de gens que je cite en bibliographie. Bon, là maintenant, voilà, j'ai pas été assez rigoureuse, et donc on en fait. Je crois que il y a une volonté de casser une image, c'est-à-dire je me dis bon, celle-ci avec ses valeurs, sa volonté de mettre en avant l'intégrité, tout ça m'est venu d'ailleurs de mon expérience des droits de l'homme en fait, font qu'il faut disqualifier quelqu'un. Donc ils fouillent, ils cherchent, ils regardent, ils se demandent soudain si je peux ils écrivent au fisc. De même, on lit mon livre avec beaucoup plus d'attention que les 3 précédents. Le précédent quand même a été vendu à 15 000 exemplaires. Je veux dire, tout d'un coup, tout devient suspect. Et quoi? Mais je pense qu'ils ont tellement cherché que si je me droguais ou si j'avais des choses, que tout serait sur la table. Donc ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Mais qui sait? Moi, je les ai vus même fabriquer des mensonges. M'accuser de ne pas payer d'impôts locaux. C'est complètement faux. Je me suis même demandé s'il ne fallait pas que je publie mes documents fiscaux sur mon blog. Puis après, je me suis dit, enfin, quand même, on ne va pas se déshabiller non plus, on est en démocratie. Quand vous voyez un ancien maire adjoint de Colombes, un ancien maire de Colombes, que je suis venu soutenir en 2008, écrire au fisc pour demander des renseignements sur si je paie mes impôts ou pas, quand on me met un procureur sur le dos. Un procureur. C'est incroyable. Quand on me dit qu'en 2008, je ne paye pas de taxe d'habitation et que je dois démissionner de mon mandat municipal, tout ça n'est que mensonge. Et qui a donné la parole à ces gens-là, qu'au niveau local on connaît? Au niveau local, plus personne ne vote pour ces gens-là. Ils ont été battus, archi-battus. Ils ont d'ailleurs été condamnés eux-mêmes, pour certains d'entre eux, par la justice pour délit de favoritisme. C'est quand même à ces gens-là qu'on donne la parole, du crédit et de l'écho. Et que puis-je faire, moi, face à un système
qui se dresse contre moi, qui a manifestement des accointances au fisc, dans les milieux policiers, etc. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Moi, j'ai été certes secrétaire d'État, mais je ne suis plus de ce système. Et de fait, je suis une femme, je suis à nu face aux gens, et en même temps libre, et ça les gêne, je crois. Donc, nécessairement, on fabrique des mensonges, mais c'est pas grave. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Et que au moment du vote, les électeurs seront sanctionnés ce type de méthode d'un autre âge. Alors, permettez-moi une question un peu provocatrice. Donc, a priori, vous n'avez pas utilisé un nègre littéraire pour... Ah non, jamais. Est-ce que l'expression nègre littéraire vous choque? Non, parce que quand même, je m'en sers comme... je dis des fois, je m'en sers de manière humoristique en disant... voilà, moi j'écris sans nègre, c'est vrai, j'écris toute seule, et puis ce qui suppose d'ailleurs de travailler énormément et d'aller faire les recherches moi-même. Et donc j'essaye de citer tout le monde, mais c'est là où précisément, ils ont dit oui, peut-être elle cite en bibliographie. Même je crois qu'ils n'ont pas pris la peine de dire que je cite les gens en bibliographie, ils sont juste contentés de dire oui, cette personne cite 3 phrases de cette personne, mais il n'y a pas de guillemets, etc. Parce que moi je fais tout, et donc tout n'est pas parfait, c'est vrai. Je découvre des coquilles après la publication de certains de mes livres, et jusqu'à aujourd'hui encore, je découvre des coquilles de livres que j'avais écrits il y a 4 ou 5 ans. Parce que c'est vrai, c'est vrai, mais j'écris moi-même. Je suis un des rares politiques ce que j'allais dire, souvent même Jacques Chirac a reconnu qu'il avait utilisé un nègre. Non, parce que en fait, moi, d'abord, j'ai fait un minimum d'études. Je suis plutôt littéraire. Ma mère était prof de lettres. Alors j'écris l'été. C'est le seul moment où je peux écrire parce que le reste de l'année, c'est pour ça que les hommes politiques n'écrivent pas aussi, ou parce qu'ils ne savent pas écrire, ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, le seul moment où j'ai le temps, c'est le mois d'août. Donc en 3 semaines, il faut que j'écrive le livre. Et après avoir fait un travail de recherche les mois précédents. Et donc c'est là où effectivement je peux faire des erreurs, je peux me tromper, je peux attribuer des écrits à un autre parce que je reprends des documents sur lesquels j'ai bossé des mois avant. Voilà, mais moi je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un romancier, je n'invente pas. Je me fais l'écho de ce que j'entends et je m'appuie sur des experts pour dire ce que je dis là, par exemple, notamment sur l'école, qu'il faut revenir à l'instruction. Ça peut sembler aberrant, mais il y a des experts qui le pensent. Donc moi j'ai tout intérêt à les citer, ces experts, pour ne pas passer pour une hystérique ou quelqu'un qui ne comprend rien. Mais j'ai besoin de cela, précisément pour crédibiliser mon propos encore plus. Donc j'ai pas envie de cacher leur nom, ces gens-là. Au contraire, plus ils sont nombreux, mieux c'est. Donc non, j'ai pas de nègre et j'en veux pas. Et même mes discours, quand j'étais ministre, évidemment les cabinets écrivent la première mouture. Et puis moi je peux pas m'empêcher de tout changer parce que j'ai envie de personnaliser. C'est difficile de dire un discours sincèrement si les mots employés ne sont pas les vôtres. Voilà. Des fois, si j'ai le temps, je change. Si j'ai pas le temps, je change pas. Mais c'est pas là où je suis le meilleur, justement. Quand je lis le discours de quelqu'un d'autre, c'est pas terrible. Et précisément sur Nègre, ça ramène au politiquement correct, disons. Est-ce que vous êtes pour plus de politiquement correct de ce genre? C'est-à-dire, apparemment non, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une politique aujourd'hui liée à l'antiracisme, notamment, qui vise à enlever tous les mots qui existaient dans la langue française, qui pourraient heurter aujourd'hui des sensibilités de minorités ou autres? Vous savez, moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, c'était en 1987. Et disons que le premier noir que j'ai vu à la télévision, c'était Michel Leb. Ouais. Et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, l'image du noir aux grosses lèvres, nez épaté, avec un accent absolument extraordinaire. Et c'est l'image qu'on renvoyait à l'époque, en 87, des noirs. D'ailleurs, on n'osait même pas dire noir. Il faut bien appeler un chat un chat. Et puis, c'était blessant. J'en veux pas personnellement à Michel Leb. Je ne sais pas ce qu'il faisait forcément, je ne sais pas l'impact que ces mimiques avaient sur des gosses comme nous. Mais en même temps, ça m'a donné de l'orgueil de me dire il faut effacer cet affront-là. Un peu comme Senghor qui avait dit j'effacerai tous les rires Banania sur les murs de France. Ça m'a donné le sentiment qu'il fallait que je me batte pour représenter autre chose que cette caricature. Et qu'à travers moi, on ne puisse pas penser qu'un noir, c'est un sans-papier, un marabout, un exciseur, quelqu'un qui nettoie les rues. Et encore, il y a de la noblesse dans le métier, dans tous les métiers. Mais je trouvais que on pouvait être noir, être avocat, être médecin, être homme ou femme politique, être élu.
Toute ma vie, je me suis battue pour ça. Et donc, j'avais qu'une chose pour y arriver, c'était l'école. L'école qui vous permet de réussir, d'avoir des concours. C'est le projet républicain, ça. C'est le projet républicain qui devrait être celui de tout petit enfant français et qui n'existe plus et qui explique la crise morale que vit notre pays. Donc, je suis pour qu'on enlève les mots les plus blessants, mais en même temps, il y a des choses, il ne faut pas pousser. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire le procès de la France matin, midi et soir. Sinon, il ne faut pas rester ici. Je veux dire, si la souffrance est aussi grande. La France a aussi plein d'avantages, des choses positives. Président du Sénat, vous avez travaillé au Sénat. Le président du Sénat a été, Gaston Monnerville était c'est un Guyanais, élu du Lot d'ailleurs, pas de Guyane mais du Lot, ce qui est encore plus intéressant et piquant. C'était un radical aussi. Et donc ça veut dire qu'on a reculé en fait. Parce qu'aujourd'hui, penser à un Noir pour présider le Sénat, je crois que même personne ça n'a pas traversé l'esprit des gens. Alors qu'à l'époque, non seulement ça a traversé l'esprit des gens, mais ça s'est fait. Et c'était celui qui avait d'ailleurs parlé de forfaiture face au général de Gaulle lorsqu'il a voulu changer les institutions. Je crois que c'était lui, hein, ouais. Mais vous voyez, on a reculé. Quand Obama a été élu aux États-Unis, tous les Français sont extasiés, les politiques, les premiers à s'extasier. Mais on aurait dû, nous en France, poser le problème depuis longtemps. Vous vous rendez compte que dans les années 50, les Noirs américains venaient en France parce qu'ils pouvaient fréquenter les mêmes bus et les mêmes cafés que les Français, et aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, et ce sont les États-Unis qui ont élu un Noir à la tête d'un pays, et nous, on est là à se demander. Enfin, on n'a pas un Noir en arabe à l'Assemblée nationale. Enfin, il n'y a pas non plus d'ouvriers. Il n'y a pas non plus d'ouvriers, les femmes sont que 18% à l'Assemblée, même le Sénat est devenu moderne, il y a 21% de femmes au Sénat. Vous vous rendez compte, parce qu'il y a une part proportionnelle. Donc, si aujourd'hui je veux être députée, si aujourd'hui je me présente dans le suffrage des gens, c'est aussi pour ça. Parce que je veux que les enfants, enfin les enfants d'ouvriers, des classes populaires, je veux que les femmes, je veux que les jeunes, enfin tous ces gueux de la société puissent entrer à l'Assemblée nationale. Et qu'on n'ait pas 45% de députés qui en sont à leur 3e mandat, 10% à leur 6e mandat. Il y a même qui étaient députés au moment de ma naissance, en 1976, mais ils ont été élus dans un autre monde. Et donc, la question n'est pas de chasser ces gens-là. La question, c'est qu'ils puissent cohabiter avec nous, avec nous autres, qui n'en sommes pas. Moi, vous savez, j'ai été nommée, donc vous pouvez me dire, mais attends, elle a été ministre, elle n'est pas hors du truc. Mais la nomination, c'est un geste très important, c'est vrai, mais la volonté d'un seul. Moi, je parle de changer le système, et la meilleure manière, c'est l'élection, en permettant à des gens comme nous de pouvoir voter la loi, et donc la changer aussi. Alors justement, vous me tendez la perche, parce que j'avais une question évidemment sur la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, c'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontières, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais... Ouais. Bon, maintenant, on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maire pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais enfin, on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous? Écoutez, moi, je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. Oui, en plus. On me refuse une inscription sur une liste au motif que... Alors après qu'on m'ait demandé des tas de documents qu'on ne demande pas en temps normal, quittance EDF, quittance de loyer, bail, on vous demande tout ça, vous, pour être inscrit sur une liste? Non, mais pour me marier. Mais il suffit, pour plein de gens, juste de mettre sur une feuille volante, je suis hébergé par machin pour être inscrit. Moi, on me demande tout ça. Je donne tout ça, on me dit, ah, ça marche pas, le bail n'est pas signé. Vous avez déjà vu un bail pas signé, vous? Je veux dire, il suffit d'aller voir le bailleur. Et puis, étant donné que j'ai donné une quittance avant, il y avait une date. Bon, ben ça, quand je vois ça, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis obligée de tirer cette conclusion. La démocratie, on peut la tortiller, on peut la bidouiller, on peut la tripatouiller pour pas la respecter. Et j'imagine si ça m'arrive à moi, ce que ça peut être pour des gens qui sont dans l'anonymat de la vie quotidienne et qui subissent
des pressions, de l'arbitraire. Et moi, je pense que une démocratie, elle est ce qu'en font les hommes et les femmes politiques. C'est pas une donnée, c'est pas un acquis, c'est pas définitif. C'est un bien qui est précieux, qu'il faut préserver et qui peut reculer à tout moment. Tout moment, on peut régresser. Donc, tous ces éléments que vous dites là, ce sont des éléments constitutifs des atteintes à la démocratie. C'est la pure vérité. Et au fond, qu'il s'agisse même l'élection des gens. C'est-à-dire que les Français ont l'impression que, bon, voilà, au moment de lire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, ils ont été passés au filtre. Donc là, c'est en ce moment que ça se joue l'élection législative de 2012, par le choix du système. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice, vous avez été battu plusieurs fois, qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers, c'est un système de sortants. On se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir, parce que si on remet en cause l'automaticité, eux-mêmes peut-être seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait que tout ça, les gens ne voient pas ça. C'est caché. Et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, ils croient que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système. C'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques, ou alors ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élus. Avec peu de chance d'être élus. Et beaucoup de chance d'être super endettés à la fin et tout perdre. Voilà. Il y en a c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Mais du coup, même si vous êtes élu député, est-ce que vous pourrez quand même changer les choses? Parce qu'un député sur 577, c'est... Et même en tant que vice-président du Parti radical. Il faut être nombreux. Moi, je serais mieux sur mon canapé à regarder mes séries américaines préférées. Ça ne m'amuse pas, tout ça. Et d'ailleurs, si j'étais sur mon canapé avec mes séries américaines préférées, je serais inscrite sur la liste. Vous voyez, il n'y aurait pas de problème. Simplement, pourquoi je me donne tous mal? Pourquoi on est certains, je ne suis pas tout seul, il y en a quelques-uns comme ça qui se bagarrent, qui vont... parce qu'il faut des gens pour défendre la pluralité de l'offre politique. Oui, mais si on n'est pas en démocratie. Il faut se battre quand même. Parce que avec les outils proposés par le système ou avec d'autres outils? Les deux, je dis, les deux. C'est-à-dire les outils proposés par le système, ça veut dire se présenter aux élections, c'est ce que je fais. Passer le cap des investitures, c'est ce que je fais. Se battre auprès des tribunaux pour être inscrit sous l'arbre, c'est ce que je fais. Aller convaincre les citoyens de faire des dons pour financer ma campagne, voilà, c'est ce que je fais. Quitter son parti s'il le faut. C'est ce que j'ai fait avec l'UMP. C'est pas facile, parce que j'ai mes copains, mes habitudes, mes petites réunions, mes trucs. Puis quitter, c'est un geste lourd. Quitter la famille politique avec laquelle vous avez démarré. Vous n'allez plus à leur congrès. Vous n'allez plus au bureau exécutif de l'UMP le mardi matin. Vous n'allez plus... vous aviez vos petites habitudes. J'étais au bureau politique de l'UMP des Hauts-de-Seine. J'y vais plus. C'est difficile, mais... Pourquoi je le fais? Parce que je me dis que si je ne le fais pas, j'aurai des regrets. Et que si je ne le fais pas, je vais retourner sur mon canapé et je vais encore critiquer les mecs. Mais pourtant, ces mecs-là ont en main mon destin. C'est eux qui votent l'impôt. C'est eux qui décident si j'ai le droit de voter ici ou là. C'est eux qui décident si on change la politique monétaire de l'Europe ou pas. C'est eux qui décident si on va avoir un point de croissance ou 3. C'est eux qui décident si on aura des emplois ou pas. Ces gens-là, il faut pas les relayer. Précisément, là je posais plus une question sur la stratégie pour ne pas leur laisser. C'est-à-dire, est-ce que c'est la stratégie? Il faut y aller. C'est pas suffisamment verrouillé? Moi, je suis rentrée dedans, et un peu par effraction, comme dirait l'autre. et aussi parce que j'ai été entendue par Nicolas Sarkozy à un moment, dans son souci de renouvellement. Mais vous voyez, c'est la volonté d'un homme.
Et ce que j'aurais voulu en 2007, je vais vous dire c'est quoi. J'aurais pas été concernée, donc je le dis vraiment en toute liberté, c'est que Nicolas Sarkozy aille au bout de la rupture. Il suffisait pas de nommer 2 ou 3 lettres disant voilà, changement. C'est beaucoup, c'est énorme, la gauche l'a pas fait, c'est formidable. Mais le vrai changement, ça aurait supposé quoi? Que Nicolas Sarkozy, nouveau président élu, patron de l'UMP, décide au fond de dire à 50 mecs députés à l'Assemblée nationale, écoutez, vous avez bien servi la nation, on vous propose de vous présenter au sénatorial ou je sais pas où, machin, vous libérez 50 places, on vous emmène, on y met à votre place 50 nanas jeunes ou venant des catégories populaires, on les investit cela, 50 mecs comme ça arrivent à l'Assemblée nationale et incarnent la rupture. Mais puisqu'ils doivent suivre les consignes de vote. Mais ça n'a pas été fait. Et en plus, je veux dire, c'est le lieu de la souveraineté nationale. C'est ça, c'est là que la rupture, alors. C'est là qu'elle sera vraie, la rupture. Que si vous décidez qu'un tiers de l'Assemblée nationale, c'est des gens qu'on n'a jamais vus, c'est des gens nouveaux, c'est des gens qui ont fait un parcours, qui ont des choses à prouver, qui ont des idées. Voilà. Alors, après, il faut être 50. Pas être un seul. Et même 50. Est-ce que si l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir, parce que c'est l'Union européenne maintenant qui génère la plupart des lois, et si les députés doivent suivre les consignes de vote du parti? Et d'abord, ils ne sont pas obligés. Pas toujours. Alors d'abord, c'est normal qu'ils suivent. Parce que nous sommes dans un système de parlementarisme rationalisé où il y a un gouvernement qui a donc besoin d'une majorité pour gouverner. Donc il ne faut pas que ce soit le bordel. C'est évident que si on veut que le pays soit tenu et soit gouverné, il faut que le gouvernement ait les moyens de son action avec la confiance du Parlement. C'est la logique majoritaire de la Ve République. C'est normal. Mais de temps en temps, quand l'essentiel est en jeu, je pense que le député qui a été élu sur son nom par le peuple est en droit de dire là, excusez-moi, je suis habituellement solidaire du gouvernement ou de ma majorité. Mais là, pour le coup, vous poussez trop loin. Pour le coup, moi, voilà, dans ma circonscription, c'est pas ça qu'on me dit. Je pense que l'intérêt national mériterait que. Et là, vous pouvez exprimer de temps en temps votre vérité. Ça, c'est pas interdit. Deuxièmement, l'Europe. Oui, moi, j'ai voté non à la Constitution parce que je suis pourtant jeune. J'ai grandi avec l'Europe. J'adore, c'est formidable, tout ça, l'absence de frontières. Génial. Mais c'est une Europe. Enfin, pardon, d'abord, elle est techno. Il y a les types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Oui, les commissaires qui portent bien leur nom. Oui, élus par personne. Voilà, premièrement. Je veux dire, deux, on envoie des gens qui, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent incarner l'Europe politique? Je suis pas sûr. Quand on désigne Van Rompuy ou Ashton, ce sont sans doute des gens de très grande qualité. On a le sentiment qu'ils ont été mis là parce qu'ils gênaient personne. Et du coup, quand l'Europe parle au monde, elle parle pas d'une seule voix et pas d'une voix forte. Donc ça sert à rien. Et puis troisièmement, je suis un peu fatiguée de voir que quand les peuples décident un vote, on décide par je ne sais quel moyen, toujours dans les coulisses, de changer ce vote. C'est-à-dire que les gens ont dit non à la Constitution de 2005, mais elle est revenue par la fenêtre. Et ça, je trouve qu'il faut respecter le vote populaire. Les gens ne sont pas anti-européens, ils veulent juste pas cette Europe-là. Vous aviez rejoint un gouvernement qui, justement, Sarkozy, c'est un peu sa marque de fabrique, d'avoir piétiné ce référendum. Ce qui était intéressant au départ, c'est qu'il a parlé à la France du non aussi. C'était ça, il parlait à la France du oui et à la France du non. C'était intéressant. Après, bon, il a fait voter un nouveau traité, bon, qui n'est pas dangereux ce traité, parce qu'au fond, il ne reprend pas tous les trucs de la Constitution de 2005, mais quelque part, il poursuit quand même, l'Europe poursuit avec ça, avec ces traités-là, ça chevauchait fantastique. Mon souci, c'est que l'Europe a décidé quand même de ne plus avoir de croissance, quoi. C'est-à-dire, depuis 15 ans, elle a décidé qu'elle va privilégier la lutte contre l'inflation. C'est très bien, c'est le dogme allemand, qui est du mark. On rejoint l'Europe, mais on fait comme avec le mark. Formidable, on lutte contre l'inflation, mais le prix de ça, c'est quoi? C'est la stagflation, c'est la déflation, je dirais même. C'est la croissance retire vers le bas. Depuis 15 ans, l'Europe a une croissance. Et ça veut dire quoi, pas de croissance? Pas d'emploi, crise en permanence. C'est pas normal. Moi, je suis Europe à fond, pas de problème, mais pas celle-là. C'est pour ça que j'ai pas voulu aller à Bruxelles. Parce que quand on a voulu me pousser, encore une fois, sortir du Haut-de-Seine, oui, donc cette affaire n'a pas commencé, date pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai pas voulu y aller parce que d'abord je voulais être en cohérence avec mon vote négatif de 2005. Et puis j'allais dire quoi là-bas? Quel était le message politique que j'allais porter? C'est pour ça que je comprends pas que les Le Pen siègent là-bas. Je sais pas ce qu'ils font. Mais puis ils ont beaucoup d'argent. Je sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais bon, enfin, je trouvais qu'en termes de légitimité, là encore, c'était les partis qui décident. Si après, au bout d'un mandat, j'avais envie, par exemple, de me représenter,
c'est pas le peuple qui allait prendre cette décision, c'est les partis. Parce que les circonscriptions sont tellement larges que vous pouvez même pas partir en dissident. Parce que personne ne vous connaît comme député européen. Donc je trouve que vraiment, Europe, et puis l'élargissement, on n'en peut plus. Enfin, tous les 1er janvier, on découvre un peuple qui dit « Ah, ben on est content, feu d'artifice, on rentre dans l'Europe. » Ah bon, mais comment? Qui a décidé? Quand? Et on n'est pas au courant. Donc tout d'un coup, il y a un peuple de l'Est, ou d'ailleurs, qui décide, on nous dit « Nous rentrons dans l'Europe. » Ah, c'est très étonnant. Mais ça va continuer comme ça, jusqu'à quand? Et à quel moment on va poser la question des institutions et des objectifs politiques de l'Europe? Je ne suis pas contre, encore une fois, je ne suis pas souverainiste, etc. Mais si la nation reste un espace pertinent, c'est parce que l'Europe n'en est pas encore un. Voilà. Très bien. Alors, 2 dernières questions rapides. Donc, vous l'avez dit, Jean-Louis Borloo a retiré sa candidature, mais François Bayrou a déposé la sienne. Est-ce que vous allez le rejoindre ou rejoindre un autre candidat présidentiel, en tout cas le soutenir sans le rejoindre? Je ne suis pas étonnée que François Bayrou fasse dans les sondages actuellement un bon score. Il était à 7-7 avec Borloo, quand Borloo était sur le point d'être candidat. Et Borloo se retirant, il récupère les électeurs de Jean-Louis Borloo, qui n'étaient donc pas des électeurs de l'UMP. C'est la preuve qui est apportée. C'est ce que nous avions toujours dit à l'UMP, qui pressait Borloo de se retirer pour pouvoir récupérer ces électeurs-là. Sarkozy ne les récupère pas dans les sondages. Non, il ne les récupère pas. Parce qu'on a toujours dit que ces électeurs sont des électeurs anti-système. Borloo a une tête d'anti-système. Borloo, il est différent des autres. C'est pour ça qu'il a tiré d'ailleurs pas mal d'électeurs du Front National, si vous regardez bien. C'est très intéressant. On incarnait quelque chose qui n'était pas habituel. Et donc, pas étonnant que Bayrou les récupère. Alors, est-ce que rejoindre Bayrou? Je ne connais pas Bayrou. Ça, c'est la première chose. Ça vous réconcilierait avec Arnaud Dacier, puisque... Ah oui, ça me donnait une raison de ne pas y aller, là, du coup. Mais je ne veux pas faire de choix par défaut. Mon candidat de cœur, c'était Borloo. Il n'est plus candidat. Je suis comme 44% des Français, je ne sais pas encore pour qui j'ai voté. Voilà. Parfait. Et alors, dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France? En un seul mot, quel serait-il selon vous? Quel serait-il? Un seul mot. En politique, il faut faire... Révolution. Voilà. Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. Révolution. Il faut renverser la table. Alors, si il faut renverser, on ne peut pas utiliser le système, ce qui est proposé par le système. De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Mais la renverser pourquoi? C'est ça la question. La renverser pourquoi? Alors, est-ce que la renverser, c'est pousser l'extrême droite? Mais elle n'est pas là pour construire, elle est là pour détruire. Puis ils n'ont pas les compétences. Ils ont déjà géré des villes, ça a été une catastrophe. Bon. Donc c'est pas la solution. Ils ne pourraient pas gouverner de toute façon. Ils ne pourraient pas gouverner, et puis ils gouverneraient pourquoi? Ce serait une catastrophe. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, même en essayant avoir un minimum d'objectivité, puis ils n'y arriveront pas. Et puis la France, c'est pas l'extrême droite. Ce serait un visage défiguré de la France. C'est pas nous, ça. N'oublions jamais que nous sommes encore regardés. Moi, j'ai beaucoup été à l'international comme le phare du monde. C'est pas rien, ça. Les gens, ils nous observent comme étant un pays, celui qui a dit un jour que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, personne ne l'a oublié. Et tous les opprimés de la terre, de Syrie, de Libye, de Tunisie, de Birmanie, de partout, s'en servent comme référence. Donc, on ne peut pas être dirigé par l'extrême droite quand on est un pays comme la France. Bon. Renverser la table, pourquoi? Pour Bayrou? Bayrou, c'est pas un révolutionnaire. Hein. Bayrou, pour moi, il est du système. Mais toute sa vie politique, c'est un chrétien-démocrate, c'est l'UDF, il n'y a pas plus système que ça. Donc, alors, il a pris un positionnement un peu là, voilà. Mais parce qu'il a senti la volonté des gens que quelqu'un occupe cet espace. Mais je ne trouve pas que l'habit lui aille bien. Parce qu'on connaît son histoire. Et voilà. C'est sympa de prendre le positionnement, mais je ne suis pas sûre de la crédibilité du positionnement. C'est tout. Quant à Nicolas Sarkozy, l'homme de la rupture, moi je l'ai regardé comme un révolutionnaire, Nicolas Sarkozy, en 2007. Et parce que c'est pas... il faut lui reconnaître un truc, c'est pas un conservateur.
C'est un progressiste, c'est un type qui sent bien les transformations de la société française et du monde. En ce sens, c'est pas un vrai, enfin c'est pas un UMP lambda. D'ailleurs, lui-même s'est construit contre tout ça pendant longtemps. Et c'est justement ça qui est étrange. Comment l'homme de la rupture, qui s'est construit contre un système conservateur, qu'il a toujours considéré comme illégitime, pas tout à fait français. Il avait un passeport américain même, paraît-il. On disait, lui, il ne dirigera jamais la France. Et comment cette personnalité-là a pu laisser le conservatisme l'encadrer comme ça? Moi, je l'encourage à redevenir le révolutionnaire qu'il a été dans mon esprit. Ben, je ne sais pas que j'y crois, c'est que je l'encourage à faire ça. L'homme de la rupture, attention, moi j'y ai cru, et je crois que les gens y ont cru, hein, parce que franchement, les gagner plus, travailler plus, gagner plus, personne n'a oublié. Il a été victime de son talent. C'est-à-dire qu'il l'a tellement bien dit, que les gens l'ont cru. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être déçus. Parce qu'il a été talentueux dans la persuasion. Et donc, je crois que l'urgence, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Il faut renouer avec ça. Il s'est retrouvé enserré dans un truc qui ne lui ressemble pas. C'est pas l'homme du renoncement, Nicolas Sarkozy. C'est l'homme du volontarisme. Ensemble, tout est possible. Donc la révolution qui viendra du président de la République. Non, mais moi, j'essaie de voir qui est capable de le faire. Et là, bon, après, il y a qui d'autre? Je cherche, je suis comme chaque Français, je m'interroge. Qui d'autre? Hollande, on n'y a même pas pensé. Franchement, c'est même pas pensable. C'est le tour des hommes politiques, mais en 40, a priori, on a fait la résistance. Bon, on n'est pas dans le même contexte. Mais il y a des hommes, De Gaulle était connu de personne à l'époque. Mais je crois que les hommes ne sont pas à la hauteur, c'est peut-être ça le drame. Je pense qu'ils n'ont pas aujourd'hui le sens du tragique, ils n'ont pas compris le moment de carrefour où on était, ils n'ont pas compris, ils ne sentent pas le caractère insurrectionnel des êtres. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte. Donc il faut prendre le maquis? Ce qu'il faut... écoutez, moi, si je suis venue ici au Parti Radical, c'est pas juste parce que voilà, je suis pas contente parce qu'il y a la droite populaire et à l'UMP. Non, c'est pas juste ça. C'est parce que je crois qu'on est à la fin d'un cycle politique et qu'il y a un autre qui va s'ouvrir. Le système, moi j'ai appelé mon club de réflexion Allons enfants. C'est le côté patriotique et en même temps révolutionnaire de notre histoire que j'ai voulu mettre en avant. Et l'idée, c'est de construire un projet politique pour la nouvelle génération. Si je suis obsédée par la jeunesse et l'éducation, c'est parce que je me projette sur 20 ans. Et donc, quand on se projette sur 20 ans, il faut être dans... D'abord, il faut savoir avoir des principes forts. Moi, le Parti Radical, pourquoi j'ai choisi le plus vieux parti de France? C'est pourquoi, quand on rentre ici, on voit Rio, hein, même Mendes France, même Jean Moulin, Clémenceau, Gambetta. Pourquoi j'appelle mon club Allons enfants? Pourquoi une référence à 89 alors que j'ai 35 ans? Parce que d'abord j'ai le sentiment qu'il faut être bien installé sur ces principes historiques et que d'autre part, il faut regarder vers l'avenir sur les 20 prochaines années et donc ouvrir un nouveau cycle politique. Et je fais partie de ceux qui dans les 20 ans vont construire ce nouveau cycle politique. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'être député, pour pouvoir incarner ça au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on soit nombreux à le faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez, et résultat, vous avez les mêmes, là, regardez les candidats, ils sont tous déjà présentés, quoi. Hollande, pardon, pas aller loin avec ça. Je veux dire, l'homme de la synthèse, le costume, il l'a pas, il fuit le débat, il propose rien, il attend qu'on juge Sarkozy sur son bilan, et puis après, lui, il tire les marrons du feu, tout ça est vague, chacun se planque, je veux dire... C'est ça qui se passe. Donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors moi je me dis, on va les chercher dans la société civile. C'est là qu'il faut aller les chercher. C'est ça, Bayrou, il s'est trompé en 2007. C'est-à-dire qu'en 2007, ce qui était intéressant avec le Modem, et de là où j'étais, au cœur du sarkozysme triomphant, je l'ai bien vu, ce qui était intéressant dans son projet, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes de la société civile, des entrepreneurs, des créateurs, des jeunes, des femmes, qui l'avaient entouré. Où sont passés ces gens? Aujourd'hui, c'est... Philippe Douste-Blazy, Anne-Marie Hidra. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mouvement populaire, société civile, qui entourait Bayrou en 2007, ait été remplacé
par des gloires certes respectables, enfin, qui nous viennent des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ça que je ne comprends pas François Bayrou. C'est-à-dire, il avait de l'or en barre entre les mains, il était porteur d'une espérance nouvelle, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Et en n'ayant pas choisi, 18% des électeurs se retrouver avec 2 députés à l'Assemblée nationale. Donc pendant 5 ans, il n'y a pas eu de Bayrou. Et Bayrou ressort de la boîte avec les mecs des années 80. Et ça, c'est pas la révolution, désolé. Et c'est ça qui fait que je ne me sens pas bayrouiste, même si je respecte la posture, parce qu'au fond, c'est aussi la mienne. Voilà. Et c'était celle de Jean-Louis Borloo. Et voilà. Donc, bon, tout ça n'est pas très enthousiasmant, donc je ne compte pas sur ce qui va se... Je pense qu'il y aura moins d'électeurs que la dernière fois. Ouais. Je pense que là, les gens vont se dire, bon, on a été 82% à voter la dernière fois, résultat, on se retrouve Hollande, Sarkozy, Bayrou, Le Pen. Voilà. Et toujours les mêmes débats. Attention au 21 avril 2002, le truc pour faire flipper tout le monde. Donc, votez utile, votez pour le système, pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc à un moment, je me dis, bon, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Voilà. Je ne vois pas... ce que je raconte là ne va pas plaider à ma faveur, mais... c'est le peuple qui est... Non, mais ouais, ils sont là, c'est populiste, machin. Non, c'est pas populiste, c'est qu'il y a un moment, ça suffit. Moi, j'ai essayé dedans. Je suis allée dedans. J'ai affronté des dictateurs, Enfin, et des fois, je me suis tue. Hein. Des fois, des fois, il faut savoir composer, machin. Des fois, même, j'étais super monde de boire. Et je continue d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la raison d'État, il faut, hein, c'est pas Woodstock, hein, en gouvernement. Donc, il faut savoir se discipliner. Mais pour l'avenir, je pense qu'il faut être capable de penser le changement. Ça me semble important. La gauche a renoncé à changer la vie. Et Nicolas Sarkozy s'est laissé enfermer dans un truc conservateur. Qui va donc faire le changement? Moi, je compte pas, je peux plus compter sur ces gens-là. Et donc, je me dis, tu fais ton truc avec tes amis, tes potes, machin, et puis tu continues à passer le message que les hommes et les femmes qui font la France doivent s'engager aussi. Il faut qu'ils y aillent. Quand on est électeur, on n'est pas sujet. On n'est pas là à attendre que ça se passe. On est citoyen, on est acteur. Et il faut que les gens comprennent que ceux qui nous gouvernent, ils ont peur du peuple. Et le pouvoir, il est dans la population. Et donc, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut pouvoir y aller, pouvoir voter. Et pas pour le conservatisme, mais pour le progrès. Et puis au moment de l'Europe, des prochaines élections européennes, je ne sais pas quand il y en aura, mais il faut continuer à marteler ce message. Ils finiront bien par entendre. Moi, j'ai voté non en étant germaniste. Quand j'allais en Allemagne comme secrétaire aux droits de l'homme, je faisais mes discours en allemand devant Angela Merkel. Et là, je disais, mais comment elle a pu voter non à la Constitution? C'est parce que je ne suis pas anti-européenne, je suis pour une Europe politique, avec une vision, avec des grands projets, comme on avait avec Galiléo et tout. Il y a toute une génération qui a pensé son avenir avec l'Europe après la guerre. Et nous, on n'aurait pas le droit de rêver aussi? On n'aurait pas le droit d'avoir un peu d'optimisme? Sur cette note d'optimisme, je vous remercie beaucoup, Amaya. Avec plaisir.